Saint-Marcellin, Vercors, Isère, un territoire sublime, surtout si comme nous vous prenez un peu de hauteur pour l'observer au loin, un patrimoine vieux de plus de 3000 ans, des merveilles naturelles et historiques exceptionnelles, comme quoi pas besoin d'aller toujours à l'autre bout du monde pour découvrir des merveilles. Alors pour ce premier numéro, de découvrir son patrimoine en marchant sur les chemins du patrimoine, tout simplement. Je suis à moins de 10 km de chez moi, confinement oblige, j'en profite pour découvrir les merveilles de ma région et vous les propose. Je suis à Beauvoir-en-Royan, le siège de l'un des plus beaux châteaux du Moyen-Âge, la cour du dauphin, Humbert II. On comparait ni plus ni moins ce château à Versailles à une époque, c'est pour vous dire. Alors aujourd'hui, vous serez peut-être un peu déçus, il ne reste pas grand-chose de ce Versailles. La Grande Muraille, on n'est pas en Chine, mais pas loin. Il reste derrière moi la Grande Chapelle, et puis vous avez le donjon. Pour le reste, c'est plutôt faire preuve d'imagination, et je vais essayer de vous faire revivre un petit peu ce château incomparable qui est vraiment dans nos mémoires et qui est inscrit dans le patrimoine du Dauphiné. La situation géographique du site est tout à fait exceptionnelle. Collé contre les premiers contreforts du Vercors, derrière moi, sur la rive gauche de l'Isère qui coule en contrebas, sur son éperon rocheux, le château de Beauvoir bénéficiait d'une situation hautement stratégique. Oui, on est à 50 km environ entre Valence et Grenoble, à peu près à égale distance. Le Royan, d'ailleurs, est une super région qu'on vous invite à visiter. On y sera d'ailleurs prochainement. Pont-en-Royan, etc. Les gorges de la Bourne, c'est superbe. C'est ici que commence notre randonnée sur les chemins du patrimoine en marchant direction le château de Beauvoir. Alors c'est pas glamour, on est à côté des conteneurs à poubelle. Ok, d'accord, mais le sentier est juste là derrière. On est sur la route de Saint-Pierre-de-Chérène qui monte là derrière. On va descendre au bord de la rivière. Un sentier de pêcheurs va nous mener de l'autre côté. Superbe. On va longer les falaises calcaires en même temps. C'est assez remarquable avec un point de vue
assez, allez, à dire intéressant et hors des sentiers battus sur le château de Beauvoir où nous nous rendons aujourd'hui. Allez, c'est parti pour la visite. Ah, j'aime bien passer par là. Alors c'est sûr, on peut quasiment aller se garer sur la place du village et visiter le château de Beauvoir comme ça. Mais c'est vrai qu'une approche un peu particulière, avec des enfants, ils adoreront le petit chemin de pêcheur qui est en bas. C'est une sorte de petite aventure, allez, une approche assez originale et c'est comme ça que j'aime découvrir le patrimoine. Ah, plein sonne. Le donjon de Beauvoir est juste en dessus. On voit bien là, c'est construit carrément sur un éperon rocheux calcaire. C'est assez remarquable et de ce côté, on peut bien voir sur quoi a été construit finalement la forteresse. Quasiment imprenable de ce côté-là. Il y a un éperon rocheux calcaire assez étonnant. Par contre, ça érode pas mal. Un de ces quatre, ça va se casser la gueule, c'est sûr. Bon, une fois à côté de la rivière, vous tournez à droite si vous voulez aller au château directement. Si vous voulez une belle petite balade en bordure de rivière, le chemin des pêcheurs, et ben vous longez sur la gauche. Vous arrivez ensuite dans un cul-de-sac, il faut grimper pas mal. Ça, c'est une autre aventure. Mais c'est vrai qu'avec des enfants, ils vont adorer. Et puis en plein été, ou au beau jour, ça doit être très rafraîchissant. Là, vous voyez, je suis parti sur la droite. Je remonte tranquillement le chemin des pêcheurs en bordure de rivière. C'est magnifique. Et juste là, le donjon. Et ce qui est l'objectif numéro 1 quand même de notre randonnée, le château de Beauvoir. Là, on aurait dû sortir coupe-coupe. Vous allez avoir un sentier qui va vous remonter vers la route. Une fois avoir passé le petit pont de bois, attention, quand il y a beaucoup d'eau comme aujourd'hui, c'est un peu dangereux de traverser, voire quasiment impossible parfois. Bon, une fois qu'on a réussi à traverser la rivière, on monte gentiment sur le chemin qui est là derrière, on rejoint la route de l'autre côté. C'est décidément le donjon maintenant est ici, on a des merveilleux points de vue dessus. Le pont moderne est juste ici, la rivière est en bas, ça monte un petit peu, mais alors c'est tranquillou. Et là on a à peu près un petit peu de route, allez go! Bon, une fois qu'on a monté le petit chemin, on peut garer sa voiture ici aussi, si vous voulez pas faire le chemin de pêcheur ou le faire au retour, c'est possible. Le donjon est derrière moi, il reste quoi, 150 mètres environ sur la route asphaltée avant d'arriver à la montée du château. Et là, une arrivée tout à fait originale sur le château de Beauvoir, comme on aime. Bon, un petit détail pour les grands sportifs, ceux qui trouveraient que cette petite balade, alors c'est sympa pour les enfants, mais qui voudraient en faire plus, sachez qu'on peut rejoindre 4 km d'ici, à partir du pont sur l'Isère en bas, on peut carrément rejoindre par le chemin de halage et les chemins un petit peu buissonniers, on peut rejoindre la Saône avec les fontaines pétrifiantes. Et là, alors ouais, ça fait vraiment château de Beauvoir, fontaines pétrifiantes, une belle randonnée de 4 ou 5 km. Ça, c'est autre chose. Mais bon, tout est possible en tout cas. Nous, on vous présente aujourd'hui la petite balade. La balade avec les gamins, quoi.
Et sur la gauche, tout de suite, la petite montée, un petit chemin bucolique monte à travers bois et quasiment médiéval. C'est pas impossible que l'entrée autrefois se faisait par là. Arrivé au niveau des deux pierres, vous avez le choix entre prendre à droite et rentrer par la grande porte médiévale qu'on vous présentera tout à l'heure, ou de partir sur la gauche. Et là, on vous amène directement, quasiment sous le château avec une entrée presque royale. Allez, c'est parti. Assez étonnant, si vous prenez sur la gauche le petit sentier qui mène jusqu'au pied du donjon, quand vous êtes au niveau de l'arche, sachez qu'il y a une petite grotte dans le fond. Les enfants adoreront, on peut s'y abriter un petit peu. C'est vrai que c'est assez impressionnant, on se demande à quoi cette grotte pouvait bien servir ici, au pied du donjon. En tout cas, les gens sont venus y faire un feu, et c'est vrai qu'ici, ça fait une sorte de petite cabane. Et ce pont-arche est assez remarquable, super haut. Il servait à relier le château et les galeries au fameux jardin du dauphin, tout simplement, et à la ville elle-même. Il a servi de pont pendant très longtemps. Il devait y avoir une porte un tout petit peu plus haut. En tout cas, c'est la porte d'entrée qu'on a choisie pour visiter Beauvoir-en-Royan. On sortira par la porte de la ville, la plus belle porte, évidemment, de Beauvoir. Mais c'est parti pour la visite de Beauvoir-en-Royan. Le château de Beauvoir, quel drôle de nom! Quelle est l'origine finalement de ce nom? Et la légende est belle et je ne peux m'empêcher de vous la raconter. Beauvoir viendrait d'une légende liée à la maman d'Humbert II, le dernier dauphin, la douce Béatrice de Hongrie. En effet, il a décidé d'installer son château ici pour offrir une vue magnifique à sa maman. Il est vrai que du donjon qui est derrière moi et des fenêtres de son donjon, la vue sur la vallée de l'Isère en contrebas est magnifique, le Royan au loin, les premiers contreforts du Vercors juste derrière. C'est vrai que jamais un château n'a aussi bien porté son nom. Il faisait beau voir d'ici à l'époque. Ce château a une histoire assez extraordinaire, tumultueuse, faite de guerre, de trahison et de sang. Sachez que les premiers dauphins se sont installés ici dès le XIIe siècle et que cette forteresse deviendra le siège d'un château fabuleux. Bon, il faut savoir que, comme partout à peu près en France à cette époque, comme le roi de France le faisait également, toutes les cours étaient itinérantes. On allait de château en château et le Dauphiné n'échappe pas à la règle. Il y avait 5 demeures delphinales à cette époque, 5 grandes demeures delphinales, donc Beauvoir dont on parle, mais surtout il y avait Grenoble, il y avait Visil. Et c'est finalement Guigues VII qui est seigneur du Viennois, et qui a obtenu le territoire ici, sans doute lors d'un échange de fiefs avec le prince du Royan. C'est Guigues VII qui établit sa résidence principale, et en 1251, et s'y installe. C'est à partir de là que le château, évidemment, va devenir ce qu'il va être par la suite, c'est-à-dire une magnifique demeure seigneuriale, énorme, peut-être l'une des plus grandes qui existait en France à cette époque. Si on tend un peu l'oreille à la nuit tombée, avec beaucoup d'imagination, je vous le concède, on peut encore entendre le faste des fêtes organisées ici autrefois. Le château comptait plus de 1000 fenêtres, une grande galerie, 2000 convives pouvaient s'y attabler. Humbert II avait décidé de recréer ici une cour à l'égal de celle de son oncle Robert de Sicile, qu'il avait découvert à Naples et qu'il avait profondément marqué. Humbert II, quel personnage incroyable et fascinant, contradictoire aussi. La cour de Beauvoir, étincelante de 1000 feux, c'est lui. 1339, l'université de Grenoble, c'est lui aussi.
Mais c'est vrai que pour le reste, ce dauphin n'aurait jamais dû être dauphin, d'accord? C'est son frère Guigues, qui était le fils aîné, qui devait avoir, comme ça se faisait à l'époque, évidemment, le territoire. Mais il est mort dans des circonstances un peu troubles, lors d'un siège d'une forteresse près de Voiron. Et c'est Humbert qui se trouve à la tête du Dauphiné. Alors sa réputation le dit volontiers incapable, débauché, fortement dépensier. Il a vidé les caisses pour la croisade de 1347, mais pas que. La faste de sa cour a dû rajouter évidemment au fait. Il a taxé fortement les Lombards et les Juifs de son territoire, ce qui rajoute à sa réputation. Il a tenté de vendre une partie également de son Dauphiné chéri, à son oncle de Sicile, au pape et à je ne sais qui encore. Autant dire que c'est vrai que ce Humbert II est assez étonnant. Il est, on le dit, dépressif également. Il faut dire qu'il a perdu son fils aîné, André je crois, et qu'il n'a plus d'héritier. Sans héritier, endetté jusqu'au cou, rejeté par l'Église, Humbert II, le dernier dauphin, est en fâcheuse posture. Il est une proie facile pour le royaume de France, en quête d'agrandissement de territoire. Sachez que tout se réglera en 1349, l'annexion, ce qu'on appelle le statut delphinal, au traité de Romans, 200 000 florins pour Humbert II, 24 000 livres de rente annuelle pour lui également, et à sa mort, le rattachement de cet immense territoire à la couronne de France. Désormais, les héritiers mâles de la couronne française obtiendront le Dauphiné, ils deviendront les dauphins. En effet, tout vient de là. Alors pour être tout à fait complet, un petit retour sur la cérémonie du transport, la cession du Dauphiné 1349 à la France. Sachez que les textes nous rapportent que Humbert II se défait de sa suzeraineté pour en saisir et investir Charles, petit-fils de Philippe VI, qui lui remet l'épée du dauphin au manche incrusté de la vraie croix, d'accord, du Christ. On aime bien les reliques à cette époque, je vous le rappelle. La bannière également de Saint-Georges, éclaboussée du sang du dragon, véridique. D'accord. Enfin, le sceptre et l'anneau delphinal. Le nouveau dauphin jure de respecter les statuts delphinales, taxes et impôts qui sont en vigueur sur ce territoire. Donc, vous voyez que cette cérémonie du transport a laissé une trace. Et le territoire du Dauphiné reviendra à la France, qui nous permet aujourd'hui, évidemment, d'être l'une des plus belles régions de notre beau pays. Petit à petit, le château va tomber dans l'oubli et dans la ruine. Il faut dire que le roi de France, Louis XI, en a ordonné le démantèlement en 1476. Il faut dire aussi que le fameux baron des Adrets y a établi des bases militaires pendant les guerres de religion, ce qui accélérera la ruine du monument, vous vous en doutez. Par la suite, il va servir de carrière à ciel ouvert, notamment au fameux bailli de Garagnole dont je vous ai parlé dans la vidéo, qui venait se servir pour son château Beaumont et son hôtel particulier de Saint-Marcelin. Le beau monument, finalement, ce sera le couvent des Carmes qui, à côté, va prospérer. Et le château de Beauvoir va devenir cette belle ruine romantique qui domine l'Isère et qu'on voit loin. À la ronde, histoire quand tu nous tiens, on est très loin, d'accord? Du premier castrum romain installé ici aux origines, jusqu'à le fameux Versailles du Dauphiné d'Humbert II. C'est vrai qu'il faut faire preuve de beaucoup d'imagination, mais j'aime cet endroit. Il est empli d'histoire et de légendes, et ça n'a pas de prix. Bon, le prof d'histoire, on est quand même à des bornes et des bornes de la mer. Il n'y a pas des masses de dauphins autour de chez nous, évidemment, à Saint-Marcelin ou à côté de Grenoble. Alors, on est quand même plutôt dans les montagnes. Alors, ce mot de Dauphiné, les dauphins, ça vient d'où exactement? Les dauphins, le Dauphiné. Quel étrange nom, en effet, aussi loin de la mer. Il faut savoir que dans les textes, le mot n'apparaît qu'à partir du XIIIe siècle. Les contes et légendes les plus farfelus s'y rapportent. La première nous ramène à la reine Mathilde, femme du comte d'Albon, Guigues III, qui s'en rattache au Dauphiné. Il faut savoir qu'elle a vécu toute sa jeunesse auprès de son père, Robert de Sicile, à la cour de Naples, etc. Et là, les dauphins, elle a dû en voir. Il faut savoir que c'est un nom quand même, somme toute, assez commun à l'époque. Il y a eu un saint Delphinus, évêque de Bordeaux, je crois, au 5e siècle. Donc elle donne ce petit surnom, ce deuxième nom, finalement, à son fils, comme l'aurait dit mon chat, finalement. Et ce surnom, ce deuxième nom, deviendra par la suite un titre. Alors, pourquoi pas? D'accord? Pour le reste, les Allobroges auraient ramené de Delphes, en Grèce, ce nom, un peu tiré par les cheveux quand même. Si on fait appel à la linguistique, et là ça me paraît un peu plus sérieux, il faut savoir que dans la langue germanique, Delphinus voudrait dire prince. Et chez les Celtes, on a un nom un peu équivalent, qui veut dire comte. Donc on voit quand même qu'il y a plusieurs choses et plusieurs indices
qui nous permet, aussi bien la linguistique que la légende, de nous dire pourquoi on a appelé cette région finalement le Dauphiné. Bon, alors c'est vrai qu'il faut faire preuve de beaucoup d'imagination pour imaginer à quoi ressemblait ce château. Mais on peut quand même imaginer qu'avec cet immense espace aujourd'hui dédié à l'herbe rase, et on peut évidemment, les enfants vont s'en donner à cœur joie pour jouer, hein, c'était immense. Voici une gravure à quoi devait ressembler ce château. C'est une des rares que nous possédons, d'accord, sur le château de Beauvoir. On l'a quand même comparé à une époque au Versailles du Dauphiné. C'est pour dire quand même qu'il a marqué les esprits et que ce devait être quand même quelque chose d'assez grandiose pour l'époque. Bon, avec la grande chapelle, la grande muraille, le donjon et ce qu'il reste de plus évocateur de la fameuse forteresse de Beauvoir en Royan. Il a encore de la gueule ce donjon, hein. Il devait se voir des kilomètres à la ronde, signe de prestige, de force et de pouvoir. Le donjon de Beauvoir fait encore son office puisque de l'autre côté de l'Isère, on ne voit quasiment que lui. Ah, la fameuse grande chapelle, en tout cas ce qu'il en reste. Des proportions monumentales si on en juge par ce vestige énorme qui trône en plein milieu du château. Ça laisse imaginer à quoi elle devait ressembler avant 1341, à l'époque de sa splendeur. Laisse imaginer également la taille que devait avoir le château pour avoir une chapelle aussi énorme. Sachez qu'elle est de pur style gothique évidemment, voûtement sur croisée d'ogives, grande baie à remplage de chevet, hein, une qualité de travail des tailleurs de pierre exceptionnelle. L'emploi du tuf pour le parement des maçonneries et la molasse pour les encadrements de fenêtres est évidemment utilisé ici. Il faut dire que les carrières de la Saône n'étaient pas si loin. Pour la petite histoire, sachez que l'édifice est dédié à Sainte Catherine. Elle était la chapelle privée des dauphins. On devine encore, si vous regardez bien, dans le mur nord de la trace, une loggia qui permettait sans doute aux familiers du dauphin et à lui-même d'assister à l'office dans des appartements privés, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Une autre chapelle dédiée à Notre-Dame, date du XIVe siècle, et elle trône en plein centre du vieux bourg médiéval. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Bon, avant de partir du château de Beauvoir, on jette un œil quand même au beau château Beaumont, comme on l'appelle. Il est derrière moi, il date de la fin du XVIe siècle. En tout cas, il a beaucoup de réemploi de pierres qui datent de la période du XIVe siècle de Beauvoir. On a piqué les pierres du château, il a servi de carrière par la suite. Et d'ailleurs, le propriétaire des lieux, monsieur le vice-bailli de Garagnole, qui a un bel hôtel particulier, voilà, à Saint-Marcelin, a été accusé par les moines d'avoir profité des guerres de religion de leur absence pour piquer des pierres et construire son château et également son hôtel particulier à Saint-Marcelin. Bon, allez savoir, en tout cas ça fait grand bruit, mais c'est vrai que cette bâtisse a de l'allure, hein. Alors c'est plus vraiment, c'est vrai peut-être pour se défendre, encore que vous avez vu la taille des murs, et la tour est plus un instrument de prestige qu'un instrument de défense. On est en 1691 au moment où les moines portent plainte. Pour la petite histoire, c'est Humbert II, le dernier dauphin dont je vous ai parlé, qui fit construire ici, collé contre son château, on est en 1343, le couvent des frères Notre-Dame du Mont-Carmel. Sachez que ce couvent va évoluer au fil du temps, ruiné en même temps que le château, restauré au XIVe siècle, reconstruit en 1666. Il servira de ferme au XVIIIe siècle avant d'être racheté par la communauté de communes en 2009 pour servir de musée.
Il y avait évidemment un cloître, comme dans tous les couvents. Sachez que, pour la petite histoire là également, que les pièces du bas au rez-de-chaussée servaient de cuisine et de réfectoire pour les moines, et que les cellules des moines étaient au premier étage. Ah, une des bonnes adresses où faire miam miam dans le coin. Je vous y emmènerai, promis, dès que ça sera ouvert et que ce foutu Covid sera terminé. Le restaurant du couvent des Carmes. C'est déjà un cadre magnifique, la nourriture est excellente. Et c'est vrai que vous verrez derrière, il y a des mariages qui sont organisés, etc. Il y a même un bistrot, c'est magnifique. Et n'oubliez pas de jeter un coup d'œil. Là aussi, il est en restauration, il se fait une peau neuve. Il sera bientôt de toute beauté. C'est le fameux musée des Carmes. En effet, depuis décembre 2020, les travaux sont entrepris sur le couvent des Carmes à Beauvoir. 1 million d'euros ont été investis, ouverture au public si tout va bien, juillet 2020. Mais le résultat risque d'être à la hauteur. Sachez qu'on y a installé un restaurant gastronomique pour mettre à l'honneur le patrimoine. Miam miam, le patrimoine gastronomique de notre région. Ravioles du Dauphiné, bleu du Vercors, j'en passe et des meilleurs. Et on a fait appel pour ça à un artiste de la gastronomie, d'accord, le chef Hervé Duquesne, qui s'est installé là, qui va installer ces casseroles là. Et tout à côté, on a complètement retransformé l'espace muséographique pour en faire un espace là aussi dédié au patrimoine local, avec un artiste mis à l'honneur, salle d'exposition permanente, pour l'artiste Bob ten Hoop, un Hollandais qui est tombé amoureux de notre région et qui a vécu quasiment toute sa vie à Pont-en-Royans. D'accord, il l'a dessiné comme personne, l'âme et les paysages de ce territoire à nul autre pareil. Donc vous voyez que cet espace risque d'être à la hauteur et risque là aussi, pour ceux qui le désirent, d'être un rendez-vous incontournable pour manger le patrimoine de notre région. Et oui, le patrimoine, c'est ça aussi, c'est la gastronomie. Et puis pour voir, rencontrer cet artiste, en tout cas ses œuvres, dans le nouveau musée de Beauvoir en Royans. Superbe, 3 espaces en un. Il y a le jardin des simples, le jardin des plantes médicinales, indispensable au Moyen-Âge, un joli potager qui est en train d'être lui aussi remis à l'honneur pour l'ouverture prochaine, et puis le verger historique juste derrière. Et là, si vous venez au printemps, c'est magnifique. On ne quitte surtout pas Beauvoir sans avoir jeté un petit coup d'œil au magnifique petit jardin un peu médiéval juste derrière. Et vous allez carrément là-bas, le verger des Carmes. Et là aussi, vous avez un bel espace avec beaucoup d'arbres fruitiers. Et puis derrière, le Vercors en fond d'écran, sublime. Et ouais, c'est le petit truc un petit peu. Allez, le jardin, j'aime bien. Franchement, c'est un petit coup de cœur. Après le restaurant ou juste avant, après avoir visité le château, enfin ce qui en reste. C'est vrai que le verger derrière moi, c'est un de mes petits coups de cœur sur Beauvoir en Royans. Bon, l'une des 4 portes d'entrée de Beauvoir en Royans, la porte de Champevers. On est sur la route de Presles, tout droit si vous montez, avec le Vercors en arrière-fond, superbe, avec encore un petit peu de neige, on est au printemps. C'était l'une des entrées, évidemment, de la cité. On va aller tout droit voir l'autre porte d'entrée, beaucoup plus monumentale. C'est vrai que celle-ci est assez ruinée.
Vous serez sans doute assez étonné par le nombre de terrains non bâtis à l'intérieur du bourg médiéval. C'est vrai que mis à part la grande rue qui relie les deux portes, Champevers et puis l'entrée du bourg médiéval, le reste, il y a beaucoup de champs, beaucoup d'espaces non bâtis à l'intérieur. C'est assez étonnant, d'accord? Et c'est vrai que les boutiques, etc., les arcades, c'était dans la rue principale qui reliait les deux portes. Et basta! La place du village est toute mignonne, toute croquignolette, comme on aime. Elle est assez vaste quand même. Il devait y avoir un marché ici à l'époque du Moyen-Âge, d'où l'espace assez énorme. Je vous l'ai dit, ce qui surprend finalement à Beauvoir, c'est l'espace intérieur non bâti. Assez incroyable. À part la grande rue, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Là, il y a une belle bâtisse. On voit également la fontaine et la petite chapelle du 14e. Bon, pour voir les restes de rempart, vous passez devant allez, on va dire, l'auberge Delphinale et la place du village. Vous tracez tout droit. Et un champ vous emmène en bas, à ce qui reste des remparts. J'imagine que c'est la 4e porte de la ville. Il reste du rempart, une vieille demeure avec une jolie fenêtre. Et je vous l'ai dit, ça mène à des grottes sur le côté à droite et à gauche également. Quand on sort un petit peu du village, on se rend compte finalement que c'est bâti sur du calcaire de chez calcaire et que les hommes ont creusé ici des espèces de grottes. On voit très bien que c'est un piton fortifié finalement. Ces grottes ont dû servir de carrière. L'endroit est assez étonnant. Je suis sous la ville de Beauvoir, en tout cas le bourg de Beauvoir. Les maisons sont juste en dessus. L'érosion fait son petit bonhomme de travail. Mais c'est vrai que l'endroit est assez étonnant. Et là on voit que finalement c'était fortifié tout à fait naturellement. Et que l'accès était, de ce côté-là en tout cas, quasi impossible pour tout assaillant. Donc ça c'est pas mal. Et en plus, carrière de pierre, on pouvait sans doute y venir y abriter les animaux. Donc voilà, c'est vrai que Beauvoir-en-Royan est assez étonnant. Bon, on était rentré par la porte du pont, carrément de l'autre côté. On ressort par la merveille de Beauvoir, la porte de la ville, qui devait être la porte principale de Beauvoir à l'époque du Moyen-Âge. En tout cas, c'est la mieux conservée des 4 portes du bourg médiéval. Elle donne accès à la rue principale. C'est là qu'on retrouve les belles maisons moyenâgeuses, typiquement de l'époque. Le reste est assez étonnant, je vous l'ai dit, ça fait assez vide finalement le reste du bourg de Beauvoir-en-Royan. Pas de petites ruelles étroites comme on a l'habitude de voir au Moyen-Âge. Allez, on quitte Beauvoir-en-Royan, son petit village charmant, les restes de son château. On va pas très loin, 5-6 km d'ici, peut-être un peu plus. Direction la Saône, là aussi un beau château, un peu mieux conservé que celui-là évidemment. Et puis vous avez surtout les fameuses et légendaires, le jardin des fontaines pétrifiantes. Une merveille de la nature qui est en train d'être en préparation en ce moment pour ouvrir au public très prochainement. On a nos entrées privilégiées, on va vous présenter en avant-première le jardin des fontaines pétrifiantes. Allez, c'est parti, là aussi, une belle petite rando et un joli site à visiter, pas très loin de chez vous. Enfin, de chez nous.